C'est la vibration du portable sur ma table de chevet qui m'a réveillée, bien avant le réveil. Il était 5h40. J'étais encore en chemise de nuit, assise au bord du lit, le corps endolori par la journée de la veille. J'ai déverrouillé le téléphone, un email, de Chloé, sans objet. Le corps du message ne contenait qu'une seule phrase. « Maman, nous avons décidé de faire une cérémonie en comité restreint. S'il te plaît, suis la retransmission en ligne. On t'enverra le lien. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai relu. 3 fois. Ce n'était pas une erreur. Il n'y avait pas de « désolé » ni de « je t'aime ». Juste ça. Un ordre. Une exclusion déguisée en gentillesse. Dehors, le soleil n'était même pas encore levé. Mais quelque chose en moi commençait déjà à mourir. Je suis restée immobile. L'écran du téléphone toujours allumé. J'avais aidé à choisir la robe. J'avais aidé pour la compte de l'église. J'avais payé le traiteur. Et le DJ. C'était censé être le plus beau jour de sa vie. Et moi, je n'étais qu'une simple spectatrice. Un chien a aboyé dans la rue. La bouilloire s'est mise à siffler dans la cuisine. Mais je n'ai pas bougé. Un email, une phrase, et un silence assourdissant venant de la femme que j'ai portée pendant 9 mois et soutenue pendant 30 ans. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est réduit en poussière. J'ai répondu en 4 mots. J'ai compris. Bonne cérémonie. J'ai verrouillé le téléphone. La bouilloire continuait de siffler. Et à ce moment-là, seule dans ma cuisine glaciale, je l'ai su. Ce n'était pas seulement un refus, c'était un message. Et maintenant, celle qui avait quelque chose à dire, c'était moi. Je m'appelle Catherine Moreau. J'ai 58 ans et je vis à Bordeaux. Je suis secrétaire administrative dans un collège public depuis 29 ans. Je n'ai jamais manqué un seul jour. Je ne me suis jamais plainte. Je n'ai jamais eu le temps pour ça. Je suis veuve depuis mes 39 ans. Mon mari, Philippe, est mort d'une crise cardiaque en rentrant à la maison un soir de pluie. Je me souviens du son de la police frappant à ma porte comme si c'était hier. Je me suis retrouvée avec 2 jeunes enfants et un prêt immobilier. Chloé avait 8 ans. Mathieu, 5. J'ai dû choisir. Soit je sombrais, soit je me forgeais une carapace. Je me suis forgé une carapace. Je me levais à 5 heures, je les déposais à l'école, je courais au travail, je prenais le bus bondé, je rentrais, je préparais le dîner, je donnais le bain, je supervisais les devoirs, je les mettais au lit et seulement après, je pleurais dans la salle de bain, le robinet ouvert pour étouffer le bruit de mes sanglots. Personne ne l'a jamais su. Aux yeux du monde, j'étais la femme forte, la mère courage. Mais à l'intérieur, je voulais juste me reposer. Chloé a toujours été la fille brillante. Studieuse, déterminée, charmante. Elle avait du talent pour tout. Mathieu était plus réservé, plus timide. Peu à peu, ma vie s'est façonnée autour de la sienne. J'ai refusé des promotions pour ne pas avoir à travailler plus tard. J'ai vendu ma voiture quand elle a voulu partir en échange universitaire. J'ai travaillé comme vendeuse de cosmétiques à mes heures perdues, juste pour compléter mes revenus quand elle est entrée à la fac. Je ne l'ai jamais regretté. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que plus je m'effaçais, plus elle oubliait de me voir. Après que Chloé a obtenu son diplôme et trouvé un bon poste à Paris, nos rencontres sont devenues des appels rapides. Puis, des messages froids. Puis, presque rien. La dernière fois qu'elle est venue à la maison, c'était pour l'anniversaire de la mort de son père. J'avais fait un gratin dauphinois, acheté un fondant au chocolat, rangé la maison. Elle est arrivée en retard, a mangé du bout des lèvres et est partie en disant qu'elle devait travailler. Elle a laissé un parfum de luxe sur le bord du lavabo. Je l'ai porté pendant des mois. C'était la seule façon de sentir qu'elle passait encore par là. Quand elle a annoncé ses fiançailles avec Alexandre, j'ai été émue. J'ai pensé, peut-être que maintenant, elle reviendra. Peut-être que maintenant, elle réalisera. J'ai commencé à aider comme je pouvais. J'ai contribué pour la robe, la décoration, une partie du photographe. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je voulais juste être là, voir ma fille devant l'autel, lui tenir la main, la regarder dans les yeux et lui dire « Tu as réussi ». Mais aujourd'hui, après cet email, pour la première fois, j'ai compris que j'avais peut-être élevé une femme merveilleuse pour le monde, mais que pour moi, il ne restait que le silence et un sentiment qui grandit chaque minute. J'en ai assez. Si cette histoire vous a déjà captivé, imaginez ce qui vous attend. Ici, vous trouverez des histoires vraies qui touchent, interpellent et transforment. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche.
Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais comprendre. Je voulais qu'elle se souvienne. Qu'elle ferme les yeux, remonte quelques années en arrière et voit la femme qui dormait assise sur une chaise en plastique aux urgences, attendant que sa fièvre baisse. Je voulais qu'elle voie la femme qui a renoncé à s'acheter un nouveau manteau pendant 3 hivers de suite parce que Chloé avait besoin d'un meilleur ordinateur pour ses études. Je voulais qu'on se souvienne de moi autrement que comme un numéro de compte. Pas seulement comme la femme qui signe les chèques. Mon désir était si simple qu'il en devenait ridicule. Je voulais être présente. Juste ça, présente au moment le plus important de sa vie. Elle savait que je me fichais du luxe, que je me fichais des fleurs hors de prix ou des dragées dorées avec nos initiales. Je voulais juste être assise là, dans une robe qui me fasse me sentir jolie, avec des talons bas peut-être, un peu de rouge à lèvres, et quand elle entrerait dans l'église, je voulais que nos regards se croisent, qu'elle sourie, qu'elle dise avec ce sourire « C'est grâce à toi, maman ». C'était juste ça. Mais ce que j'ai reçu, c'est le contraire, l'invitation à me retirer. La cérémonie serait intime, a-t-elle dit, juste pour les proches. Et moi donc, je n'étais pas une proche. Je n'étais pas essentielle. J'étais devenue une de plus. Et c'est là que la réalité m'a frappée comme un vent glacial. J'ai réalisé que, pendant des années, en me sacrifiant pour elle, je n'ai jamais exigé de présence, jamais exigé de réciprocité. Tout était automatique. Elle m'appelait quand elle avait besoin, disparaissait quand tout allait bien, et je laissais faire. Parce que c'était ma fille. Parce que je pensais que l'amour d'une mère, c'était tout accepter. Jusqu'à ce qu'elle m'envoie cet email. Et avec lui, sans le savoir, elle m'a donné l'autorisation que je ne m'étais jamais accordée. Celle d'arrêter d'essayer. Mais avant d'arrêter, avant de lâcher complètement la corde, je voulais qu'elle voie. Je voulais qu'elle sente ce que c'est que d'être exclue. Parce qu'une chose est d'être oubliée par distraction. Une autre est d'être mise à l'écart par décision. Et là, assise dans ma cuisine, avec la lumière froide du matin filtrant à travers le rideau de travers, j'ai compris quelque chose qui m'a fait plus mal que tout. Je n'ai jamais été invitée à ce mariage. J'ai été convoquée en tant que sponsor. Mais en tant que mère, en tant que femme qui a tout donné, en tant que personne, j'ai été écartée. Et ce n'était pas juste une erreur. C'était un reflet. Chloé s'était habituée à me voir comme un outil. Et moi, j'avais laissé faire. C'est pourquoi mon désir n'était plus d'être là. C'était de lui faire voir ce que signifie mon absence. Je voulais qu'elle ressente ce que c'est que de planifier un mariage entier en comptant sur une aide qui ne viendra pas. Je voulais qu'elle ressente ce que c'est que de regarder l'autel et de savoir que la seule personne qui n'avait jamais manqué à l'appel n'est maintenant plus là. Je voulais qu'elle comprenne que l'amour, quand il est à sens unique, devient de l'exploitation, et que même la femme la plus dévouée se fatigue. Je voulais de la dignité. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était du respect, le genre de respect qui ne s'exige pas en criant. Il se gagne en silence. Et le mien ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je suis allée travailler comme si de rien n'était. J'ai mis mon chemisier beige habituel, j'ai attaché mes cheveux en un chignon lâche, j'ai bu un café trop amer et j'ai pris le bus de 6h40. Dehors, le monde continuait sa routine. Pas à l'intérieur de moi. Pendant le trajet jusqu'au collège, j'ai évité de trop réfléchir. J'étais en pilote automatique. Je faisais semblant qu'il n'y avait pas une bombe émotionnelle sur le point d'exploser dans ma poitrine. Mais en entrant dans la salle des profs, je me suis sentie plus froide que d'habitude. La climatisation était au maximum, mais le froid venait de l'intérieur. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon cahier. J'ai fait semblant de corriger des copies. À la 3e page, mon stylo tremblait. Et avant que je ne m'en rende compte, une larme est tombée sur le papier. « Catherine ?» J'ai entendu la voix de Stéphane, mon collègue de bureau. « Ça va ?» J'ai hoché la tête rapidement, sans le regarder. Juste une migraine. Il n'a pas insisté. Mais la vérité était tout autre. Ma tête tournait en boucle. Répétant la phrase comme un mantra cruel, suit la retransmission en ligne. Vers midi, j'ai reçu un appel de la banque. « Madame Moreau, bonjour, c'est Patricia, votre conseillère. Tout va bien ?» Mon cœur s'est accéléré. « Oui, que puis-je pour vous ?» Nous avons un virement programmé d'un montant de 40 000 € vers le compte de la société Festivités de Prestige SARL. Vous confirmez ? J'ai mis une seconde à comprendre. C'était le 2e versement, la dernière partie du contrat que Chloé m'avait demandé d'aider à payer. C'était pour couvrir le traiteur, la décoration, la sonorisation et l'éclairage.
J'ai pris une profonde inspiration. Il est programmé pour quand? Pour demain, le 23, à midi. Mais comme le montant est important, nous appelons toujours pour confirmer si vous souhaitez le maintenir ou l'annuler. J'ai fermé les yeux. Dans le tiroir, il y avait le contrat imprimé. Je me souviens de Chloé me le tendant, comme on passe une commande au restaurant, sans me regarder dans les yeux, sans dire « merci ». Elle avait juste dit « il faut que cette partie soit payée avant vendredi ». Et maintenant j'y étais. À 2 clics de tout confirmer, ou de tout annuler. L'employé de la banque attendait. « Madame Moreau ? Oui, excusez-moi, vous pouvez l'annuler. » Il y eut une pause. « Vous confirmez l'annulation ? » Je confirme. Veuillez procéder. Entendu. Souhaitez-vous un justificatif ? Non. Merci. J'ai raccroché. Et le silence qui a suivi fut libérateur. Il n'y a pas eu de musique triomphale, pas de sourire victorieux. Mais à cet instant précis, j'ai réalisé une chose. J'avais recommencé à exister. Je suis rentrée chez moi plus légère. J'ai ouvert la fenêtre du salon. L'air de l'après-midi est entré avec une odeur de pluie. Je me suis préparé un thé. Je suis restée là, assise dans le fauteuil marron, la tasse à la main et les pieds couverts d'un plaid. Et puis, les appels ont commencé. D'abord Chloé, puis Alexandre, puis une femme de l'agence événementielle. Tous voulèrent savoir ce qui s'était passé avec le paiement. Personne n'a demandé si j'allais bien, ou si je voulais parler. Ils voulaient juste savoir où était l'argent. J'ai mis le téléphone en mode avion. Le lendemain matin, je suis allée au collège comme d'habitude. Personne ne se doutait qu'à l'intérieur, j'étais en état de guerre. Mais cette fois, l'armée, c'était moi. À la fin de la journée, Stéphane m'a proposé de me raccompagner. « Tout va bien, vraiment, Catherine ?» J'ai hésité. « Oui, c'est juste que je suis fatiguée d'être ignorée. » Il n'a pas compris. Mais il a souri et a dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Je l'ai remercié. Quand je suis arrivée à la maison, un mot était collé sur le portail. « Maman, appelle-moi. C'est urgent. » J'ai ignoré. J'ai pris le téléphone et ouvert mes emails. Il était là. Un nouveau message de Chloé. « Il faut qu'on parle. C'est sérieux maintenant. » Et j'ai pensé « C'est sérieux maintenant ? Maintenant ? Maintenant que le robinet est fermé ?» J'ai fermé l'onglet. Et cette nuit-là, j'ai dormi sans somnifère pour la première fois depuis des mois. Le samedi suivant, à 10h pile, l'interphone a sonné. « Madame Moreau, il y a une jeune femme en bas. Elle dit que c'est votre fille. » Chloé. Ça a pris moins de temps que je ne le pensais. J'ai ouvert le portail. Elle avait le visage rouge, les cheveux attachés à la hâte, le maquillage qui avait coulé. Elle tenait son téléphone dans une main, son sac dans l'autre. Ses talons semblaient trop hauts pour sa démarche pressée. « Maman, il faut qu'on parle », dit-elle en entrant sans demander la permission. J'ai refermé la porte derrière elle, en silence. Elle est allée directement au salon. Elle a regardé autour d'elle, comme pour s'assurer que nous étions seuls. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as annulé le virement ?» Je me suis assise sur le canapé, lentement, parce que je ne viendrai pas au mariage. Elle a écarquillé les yeux. « Et c'est pour ça que tu as décidé de tout saboter ?» J'ai souri, mais sans joie. Je n'ai rien saboté. J'ai simplement arrêté de financer un événement dont j'ai été exclue. Elle a soupiré, exaspérée. « Maman, ce n'est pas comme ça. Tu sais que c'était une décision difficile, que la famille d'Alexandre a ses principes, que le nombre d'invités était limité. Et ton fiancé n'a pas pu limiter autre chose que ta propre mère ?» Elle est restée silencieuse. « J'ai financé la plus grande partie de cette fête. Tu m'as demandé de l'aide pour la robe, le photographe, le vidéaste. Et j'ai payé, sans poser de questions. Et maintenant, au moment de célébrer, je ne suis même pas digne d'occuper une chaise ? Maman, tenta-t-elle de m'interrompre. Non, Chloé, laisse-moi finir, parce que pour la première fois depuis des années, je veux parler jusqu'au bout. » Elle a baissé les yeux, mais n'a pas répondu. J'ai passé des heures dans cette cuisine à préparer des plats pour toi et Alexandre. J'ai sacrifié mes seuls jours de vacances pour m'occuper de ton appartement pendant vos voyages. J'ai tout donné. Et tout ce que j'ai reçu, c'est un lien de retransmission. Tu dramatises. Non. Je reconnais enfin qui j'ai été et qui je suis devenue à cause de toi. Elle a croisé les bras. Elle était impatiente, comme si elle avait des choses plus importantes à régler. Le mariage est la semaine prochaine. Sans cet argent, on va perdre le traiteur. Le fleuriste a déjà menacé d'annuler. Et les décorateurs? Le mariage est ton problème maintenant, Chloé. Maman, tu es égoïste. Voilà le mot, égoïste. Mes yeux ont brûlé, mais je n'ai pas pleuré. Égoïste?
Parce que j'ai arrêté de me faire exploiter? Elle s'est levée, a tourné en rond. Tu ne comprends pas? La famille d'Alexandre est très à cheval sur les principes. Ils ont un certain standing. Et ils voulaient une cérémonie discrète, sans trop de membres de la famille gênants. Et je suis gênante? Son silence fut plus cruel que n'importe quelle réponse. J'ai pris une profonde inspiration. Sors de chez moi. Elle s'est arrêtée net. Quoi? Tu m'as entendu. Sors. Maman, tu exagères. Ce n'est pas quoi? La réalité, la vérité, la douleur. Je me suis levée lentement. La pièce semblait tourner. Tu ne veux pas de moi à ta cérémonie, Chloé. Tu ne veux pas de moi près de tes beaux-parents. Tu ne veux pas de moi sur les photos. Mais tu veux mon argent. Elle est devenue blême. Je voulais juste que tout se passe bien. Eh bien, maintenant, tout se passera bien sans moi. Elle a pris son sac lentement, s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée. Ça aura des conséquences. Ça en a déjà eu, ai-je répondu. Je me suis réveillée et j'ai fermé la porte. Elle n'a pas insisté. Elle est partie lentement, comme si elle était en train d'encaisser le choc. Je suis restée plantée au milieu du salon. L'horloge faisait tic-tac, comme pour se moquer du temps que j'avais perdu à essayer de plaire. Et par terre, à côté du canapé, j'ai vu quelque chose qui m'a anéanti. Une tasse de café froid. Ça faisait 3 jours que je n'avais pas changé cette tasse. Ma vie était comme ça, froide, oubliée. Mais maintenant, ça allait être différent. J'ai fermé la porte fermement, mais sans colère. Je l'ai fermée comme on enterre quelque chose. Mes pas jusqu'à la chambre étaient lourds, comme si chaque souvenir de la conversation me tirait vers le bas. Je me suis assise au bord du lit. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai détaché mes cheveux. Je me suis regardée dans le miroir de l'armoire. C'était une femme que je reconnaissais à peine. Des cheveux avec des mèches blanches que je cachais autrefois avec une teinture bon marché. Des cernes profonds. Un visage fatigué. Je me suis demandé, quand ai-je disparu? Pendant combien de temps me suis-je effacée pour m'adapter à la vie des autres? Lentement, j'ai enlevé mon chemisier. J'ai mis mon vieux pyjama avec un imprimé de fleurs délavées. Le même que je portais à l'hôpital, des années plus tôt, quand Chloé s'est fait opérer de l'appendicite. Je dormais assise dans le fauteuil de la salle d'attente, avec ce pyjama et un manteau par-dessus. Je me suis souvenue de chaque nuit, de chaque prière murmurée en silence, de chaque fois où j'ai laissé mon assiette de côté pour qu'elle puisse manger plus, de chaque paire de chaussures que je ne me suis pas achetée parce qu'elle en avait besoin d'une nouvelle. J'ai senti une oppression dans ma poitrine, mais je n'ai pas pleuré, plus maintenant. Je me suis levée, je suis allée au tiroir du bureau, j'ai sorti une boîte en bois. À l'intérieur, il y avait tous les justificatifs. Factures, reçus, relevés bancaires, tout ce que j'avais payé pour le mariage, chaque centime, chaque effort, 32 700 €. Il y avait là près de 4 ans d'économie. Je prévoyais encore d'envoyer 40 000 € supplémentaires. Ce montant que, quelques jours plus tôt, j'avais annulé avec ma conseillère bancaire. Au fond de la boîte, il y avait un mot, l'un des seuls écrits à la main par Chloé. « Merci d'être toujours là, maman. Je t'aime. » C'était à l'époque de son bac, le jour où elle avait été acceptée à l'université. J'avais été si fière. Et elle ressemblait encore à ma fille à cette époque. Je suis restée à regarder le papier pendant plusieurs minutes. Puis j'ai tout rangé. Et j'ai compris ce qui faisait si mal. Ce n'était pas l'argent, c'était le rejet. C'était d'être devenue invisible. C'était de savoir que, pour la personne que j'ai le plus aimée au monde, j'étais devenue une gêne, une fausse note. Elle ne voulait pas de moi à son mariage parce que je ne cadrais pas avec le décor. Je détonnais avec l'esthétique, avec l'histoire qu'elle voulait raconter à ses beaux-parents, à ses amis, sur Instagram. Et moi, une femme simple qui prend le bus, qui garde encore les sacs de supermarché dans un placard. J'étais un portrait qu'elle voulait cacher. J'étais l'avant, et elle voulait seulement montrer l'après. Je me suis allongée. Le ventilateur tournait au plafond, faisant un bruit sourd et rythmé. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé mes pensées vagabonder. Je me suis souvenue de sa naissance, de son premier jour d'école, de la fois où elle est tombée de vélo et a pleuré dans mes bras. Je me suis souvenue des anniversaires que j'ai passés seule, à attendre un appel. Je me suis souvenue du Noël qu'elle a passé dans une autre région et où elle m'a envoyé un message vocal de 7 secondes. Je me suis souvenue de la fois où je suis tombée malade, avec une suspicion de tumeur et où elle a seulement demandé « Tu as besoin de quelque chose ?»
sans même allumer sa caméra. Tout s'était accumulé comme des couches de glace. Et maintenant, ça se brisait. Mais à la place du désespoir, il y avait quelque chose de nouveau, d'inattendu, la clarté. Je me réveillais d'une transe qui avait duré des décennies. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. J'ai fait du café, j'ai pris du papier et un stylo, et j'ai écrit 3 pages. Ce n'était pas pour elle, c'était pour moi, en listant tout ce que j'avais donné, tout ce à quoi j'avais renoncé, tout ce que j'avais avalé en silence. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main me fasse mal. Quand j'ai eu fini, j'ai respiré profondément. Et puis, je me suis demandé, et maintenant ? Maintenant qu'elle sait qu'elle ne recevra pas l'argent, que je connais la vérité, que la blessure est ouverte, qu'est-ce que je vais faire ? Et la réponse est venue avec force. Rien. Je n'allais rien faire. Je n'allais pas présenter d'excuses, ni demander de justification, ni chercher la réconciliation. Parce que dans ce silence après que la porte se soit refermée, j'ai compris que ma douleur n'était pas une tragédie. C'était une libération. Je n'avais pas besoin de pardon. J'avais besoin de présence. Et la seule personne dont j'avais besoin qu'elle me voie, c'était moi-même. Je me suis mise debout. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel encore gris, le jour qui se levait lentement. Le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Mathieu. J'ai répondu. Maman, tout va bien. Je suis restée silencieuse. Chloé est en panique. Les organisateurs ont appelé pour dire que le paiement a été annulé. Alexandre est au bord de la crise de nerfs. Je sais. Tu ne vas pas envoyer l'argent ? Non. Pourquoi ? J'ai respiré profondément. Parce que je me suis vue, mon fils. Pour la première fois depuis très longtemps. Tu me fais peur, maman. Je suis en train de me sauver, Mathieu. Tu ne vas pas au mariage ? Je n'ai pas été invitée. J'ai été remplacée par un lien Internet. Il n'a pas répondu. Tu veux qu'on en parle ? Tu veux que je passe te voir ? Je veux juste que tu comprennes une chose. Quoi ? Je n'ai pas cessé d'aimer. J'ai juste arrêté de me brader. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Je me suis adossée au mur. Et pour la première fois, depuis de nombreuses années, je me suis sentie entière. Lundi, je me suis réveillée avant le réveil. Sans douleur dans la poitrine, sans poids sur les épaules, sans avoir à prendre les 2 comprimés qui m'accompagnaient chaque matin. Je me suis levée. J'ai mis de l'eau à bouillir, café fort, comme toujours. Mais cette fois, sans sucre. J'ai pris mon sac, j'ai ajusté le chemisier blanc à boutons que je ne portais presque jamais et je suis allée à l'agence bancaire, à 3 rues de chez moi. Le conseiller était un jeune homme poli, qui m'appelait toujours Madame Moreau, avec un respect forcé. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-il, souriant. « Je voudrais ouvrir un compte séparé. Un compte à moi. Rien qu'à moi. Parfaitement. Nous pouvons le faire tout de suite. » Pendant qu'il tapait mes informations, j'ai senti quelque chose de différent dans ma poitrine. C'était comme si je reprenais possession de mon propre nom. Pendant des années, mon argent était le prolongement des désirs des autres. Maintenant, pour la première fois, il n'était qu'à moi. J'ai signé les papiers calmement. J'ai changé de ton. J'ai utilisé des mots que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Comme « non »,« seulement moi »,« privé ». En sortant, le ciel était d'un bleu pur. Le genre de bleu qui passe inaperçu quand on marche trop courbé. Sur le même trottoir, j'ai vu une femme poussant une poussette. Elle était fatiguée, mais déterminée. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de culpabilité de ne plus être cette femme. Je suis passée à la pharmacie, j'ai acheté une coloration pour les cheveux, un vernis à ongles rouges, un fond de teint léger. Je suis rentrée chez moi et j'ai tout posé sur la table. Je ne savais pas encore si j'allais les utiliser, mais le simple fait de les avoir achetés était un geste. L'après-midi a été silencieux. Et puis, à 17h02, la sonnette a retenti. Ce n'était pas Chloé, ni Alexandre, ni Mathieu. C'était un coursier. Livraison pour Madame Catherine Moreau. J'ai signé. C'était une enveloppe blanche, épaisse, sans expéditeur. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre imprimée de l'entreprise événementielle. Elle résumait la situation. Retard de paiement, annulation des fournisseurs, perte des réservations, délai expirant. Et à la fin, une ligne écrite à la main. « S'il vous plaît, reconsidérez votre décision. Votre fille a besoin de vous. » J'ai rangé l'enveloppe dans le tiroir, sans répondre. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose d'inédit. J'ai éteint mon téléphone et je suis allée marcher. J'ai marché dans la rue de derrière,
celle que j'évitais par honte des nids de poules et des maisons délabrées. Mais maintenant, je ne devais rien à personne. Je suis allée à la boulangerie. J'ai acheté une part de gâteau aux carottes avec un glaçage au chocolat. Je l'ai mangé seule, sur le trottoir, en regardant les voitures passer. Personne ne m'a rien demandé. Personne ne m'a rien reproché. C'était comme si le monde me laissait exister en paix pendant quelques minutes. Le jour suivant, je suis retournée au travail. Stéphane, une fois de plus, m'a proposé de me raccompagner. « Tu es différente, Catherine, » dit-il. « Plus sereine. J'apprends à respirer mon propre air, Stéphane. » Il a souri, confus. À l'heure du déjeuner, il m'a invité à prendre un café. J'ai accepté. Nous avons parlé de choses banales. Les élèves, le bruit du collège, le manque de professeurs. Mais au fond de mon esprit, je le savais. La partie avait tourné. Et personne ne le savait encore. Parce que ma force n'a jamais été de crier. Elle a été de résister. Et maintenant, de décider. Plus tard, j'ai reçu un message de Chloé. « Maman, ne nous fais pas ça. C'est juste un malentendu. » Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, un autre. « Je vais parler à Alexandre. On peut discuter. Mais s'il te plaît, envoie l'argent. On ne peut pas tout perdre à cause de ça. » Et puis est venu le plus sincère. « Es-tu vraiment prête à tout laisser s'effondrer ?» J'ai respiré profondément. Et pour la première fois, j'ai pensé avec clarté, ce n'était pas moi qui laissais quoi que ce soit s'effondrer. C'était elle qui avait enlevé la base et qui maintenant avait peur de la chute. Et moi, j'étais debout, ferme et silencieusement prête pour la suite. Le lendemain matin, j'ai préparé un café plus léger. J'ai mis un peu de cannelle, comme je le faisais quand Mathieu était encore petit. Pendant que l'eau bouillait, j'ai ouvert le carnet à couverture rigide que j'avais reçu des années auparavant, mais jamais utilisé. Sur la première page, j'ai écrit en grandes lettres tout ce que je fais pour moi. Et j'ai commencé à lister. C'était un exercice étrange. Pour la première fois, au lieu de noter des courses, des rappels ou des factures à payer, j'écrivais de petites choses. Et toutes étaient là pour moi. Colorer mes cheveux, changer le rideau de la chambre, acheter un nouveau livre, faire un bilan de santé, réapprendre à cuisiner juste pour moi. Cela ne ressemblait pas à une révolution, mais ça en était une. Pendant des décennies, tout ce que je faisais portait un nom et un prénom. Chaque plat que j'ai préparé, chaque heure supplémentaire, chaque médicament gardé dans mon sac, c'était toujours pour quelqu'un. Maintenant, je tournais cette page, littéralement. Au collège, je me suis mise à parler moins et à écouter plus. Non par timidité, mais par stratégie. Stéphane m'a proposé de me raccompagner pour la 3e fois cette semaine. Et, pour la première fois, j'ai accepté avec légèreté. « Tu fais quelque chose de spécial aujourd'hui ?» a-t-il demandé pendant que nous roulions. « Peut-être, » ai-je répondu. « Ou peut-être que je vais juste me reposer sans avoir à me justifier. » Il a ri. Et j'ai remarqué qu'il avait un joli rire. Pendant le trajet, le téléphone a vibré sur mes genoux. Des messages de Chloé. Alexandre est furieux. Sa mère a dit que c'est une humiliation. Tu pourrais au moins répondre. Si tu fais le virement avant demain, on peut encore sauver le traiteur. Ne nous fais pas ça. J'ai tout lu, un par un, et j'ai laissé là, sans accuser de réception, sans réponse. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai organisé mes papiers. J'ai mis les justificatifs de paiement du mariage dans une enveloppe. Dans une autre, j'ai mis le titre de propriété de l'appartement que je payais encore. Le contrat était à mon nom. Il l'avait toujours été. Je suis restée à observer l'acte comme on observe un territoire. Peu à peu, j'ai compris. Toute ma vie avait été sous ma responsabilité. Personne ne m'avait rien donné. Et si, pendant un temps, je l'avais oublié, maintenant, je m'en souvenais. Je m'en souvenais si bien que j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai ouvert l'ordinateur portable. J'ai cherché des chambres d'hôtes dans des villages tranquilles. J'en ai trouvé une en Dordogne. Un endroit entouré de collines et de silence. J'ai réservé pour 3 jours. Paiement anticipé. J'ai fermé l'onglet. J'ai souri. J'ai pris la coloration. Je suis allée dans la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. Le visage était toujours le même. Fatigué, mais ferme. J'ai commencé à appliquer la couleur. Chaque coup de pinceau était un message silencieux. Je suis toujours là. Le jour suivant, je suis arrivée au collège avec les cheveux légèrement cuivrés. Rien de scandaleux, mais assez pour briser la monotonie. Stéphane l'a remarqué. Changement de look? Changement de l'intérieur vers l'extérieur. Il a ri, mais avec respect.
Les messages de Chloé ont cessé pendant quelques heures, mais ils sont revenus le soir. Ils ont dit que sans le paiement, ils engageront des poursuites pour rupture de contrat. Tu veux que je sois humiliée à mon propre mariage? S'il te plaît, maman, fais ça pour moi. C'est ça qui faisait le plus mal. Le pour moi venait toujours après le contre moi. Mais cette fois, ce n'était plus ma responsabilité de la sauver. Elle devait tomber. Elle devait voir ce qu'il y a sous la structure qu'elle a construite sur mon dos. Et moi, je me retirais enfin des fondations. Le samedi, je suis allée dans un magasin de tissus. J'ai acheté 2 nouveaux rideaux. J'ai choisi des motifs floraux, ce que je n'avais jamais fait. Je prenais toujours des tons neutres pour ne pas attirer l'attention. Cette fois, je voulais de la couleur. J'ai monté les rideaux avec difficulté. J'ai pris un tabouret, j'ai percé le mur, j'ai installé la tringle toute seule. Chaque coup de marteau était une affirmation. Quand j'ai eu fini, je suis restée là à regarder. Le salon était différent, éclairé d'une nouvelle manière, plus à moi. J'ai pris mon carnet et j'ai rayé un autre point de la liste. C'était la première fois que quelque chose bougeait dans ma maison sans que ce soit pour servir quelqu'un d'autre. Mardi, une notification sur mon téléphone m'a fait m'arrêter. C'était un email du traiteur. « Chère Madame Moreau, nous avons tenté de joindre votre fille, sans succès. Nous vous informons que sans le paiement restant dû avant 17 heures aujourd'hui, nous ne pourrons pas maintenir la réservation de l'événement. Nous vous remercions de votre compréhension. » J'ai senti un pincement au cœur, mais c'est passé rapidement. La culpabilité a frappé à la porte. Mais cette fois, elle n'est pas entrée. C'était la vie qui lui rendait la leçon. Et moi, pour la première fois, je la laissais apprendre sans que je corrige sa copie. Le soir, l'interphone a de nouveau sonné. Cette fois, je n'ai pas répondu. Je me suis allongée dans mon lit, le ventilateur qui tournait, la maison silencieuse. Le monde pouvait être en crise, mais à l'intérieur de moi, il y avait la paix. Et la paix ne s'achète pas avec du chantage. L'aube m'a trouvée éveillée, comme si mon corps savait que la journée serait décisive. Je me suis assise à la table de la cuisine, recouverte d'une nappe bleu clair, et je suis restée en silence. J'ai laissé mes yeux parcourir cette maison, si silencieuse, si mienne. À 7h15, j'ai pris mon téléphone et j'ai bloqué les appels de Chloé et d'Alexandre. Ce n'était pas de la colère, c'était de la protection. Tout ce qui venait après ce blocage était l'émotion des autres, essayant de me ramener en arrière. Je suis montée en voiture. J'ai allumé la radio à faible volume, juste des sons doux de piano et de pluie en fond. Sans attente, sans urgence, juste le plaisir de conduire en paix. Je suis arrivée sur l'autoroute à 7h55. La brise fraîche me caressait le visage. Le soleil émergeait entre des nuages de pluie lointaine. Un léger frisson a parcouru mon corps. J'étais sur le point de sortir du filet invisible qui me retenait prisonnière par peur. À 9h30, je suis arrivée à la chambre d'hôte en Dordogne. Une bâtisse simple mais accueillante. La propriétaire, une femme à la voix posée, m'a accueillie avec un sourire qui n'attendait rien en retour. J'ai donné mon nom. Elle a dit qu'elle m'attendait. Je suis entrée dans la chambre. Lit fait, rideaux ouverts sur la forêt verdoyante, une odeur de feu de bois en arrière-plan. J'ai posé mon sac par terre, j'ai respiré lentement. J'ai regardé autour de moi, j'ai remarqué la table en bois avec un mot « Bienvenue, profitez de votre temps ». J'ai pensé à cette phrase que Chloé avait écrite des années plus tôt. « Merci d'être toujours là, maman ». Maintenant, cette phrase était vide. Je m'étais vidée pour être remplie par les attentes des autres et j'avais oublié d'être Catherine. J'ai sorti mon pyjama de ma valise et j'ai enfilé un t-shirt que j'avais acheté récemment. Doux, vert olive. J'ai enlevé les boucles d'oreilles discrètes que je portais au travail, un cadeau d'une amie. J'en ai mis des plus grandes, juste pour moi. Le miroir de la salle de bain montrait une femme différente, les cheveux colorés dans la nuance que j'avais choisie, la peau un peu plus vivante. Son regard cherchait la sérénité. C'était la première fois depuis des années que je me voyais sans culpabilité. J'ai décidé d'explorer les environs. J'ai marché sur un petit sentier. Le sol humide de pluie, la mousse glissante, l'air pur, sans email, sans exigence, sans attente. Juste la présence, juste moi. Je suis arrivée à un belvédère. Le paysage s'est déployé avec de grands arbres, rappelant de vieilles photographies. Je me suis assise sur le banc en bois. J'ai respiré profondément. Cette vue était ma première récompense, un cadeau que je m'étais fait. Je suis retournée à la chambre avec une bouilloire prête à l'emploi.
Je suis allée sur le petit balcon et je me suis préparé une tisane à la camomille et au miel. J'ai laissé la tasse fumante sur la petite table et je me suis assise. Tandis que la vapeur montait, j'ai fermé les yeux. J'ai pensé à ce que j'avais laissé derrière moi. La maison vide, les rideaux à fleurs que j'avais installés seul, la tasse de café froid dans la cuisine. J'ai pensé à mon silence qui décidait. Le téléphone a vibré dans ma poche. J'ai résisté. Je ne devais pas regarder. Je suis restée là, en paix. J'ai déjeuné, une soupe chaude et du pain de campagne. J'ai mangé lentement, en savourant chaque cuillerée. C'était le premier repas que je n'avais pas eu à préparer pour quelqu'un d'autre. Il était à moi. L'après-midi, j'ai écrit dans le carnet que j'avais apporté. Aujourd'hui, je me regarde. Aujourd'hui, je m'écoute. Aujourd'hui, je me retrouve. J'ai noté des détails que personne n'avait besoin de lire. La sensation du vent, l'odeur du bois, le chant lointain des oiseaux. Tout était à moi. J'ai reçu des notifications sur WhatsApp. Elles venaient de l'agence de mariage, de la famille d'Alexandre, du magasin qui confirmait l'annulation. Toutes demandaient une forme de collaboration. Je les ai simplement mises en sourdine. Je n'avais pas besoin de répondre. À 18h10, je suis montée sur une petite mezzanine dans la chambre pour voir le coucher du soleil. Le ciel était partagé entre l'orange et le gris. Un spectacle privé, unique, digne seulement de moi. Et là, tandis que le jour déclinait, je l'ai senti. Je suis entière. Plus le prolongement de quelqu'un, plus invisible, plus bradé. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai souri sincèrement. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas d'invitation à revenir, juste une femme qui existait par elle-même. Et la certitude que les érosions silencieuses peuvent laisser place à des reconstructions solides. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé le silence descendre comme une couverture légère, et j'ai pensé, la prochaine scène ne serait pas sur moi, mais sur elle. Pendant que je respirais l'air pur dans mon refuge, le monde de l'autre côté de la colline s'effondrait en silence. À 9h15 ce matin-là, Chloé est arrivée sur le lieu du mariage, les yeux gonflés, la robe froissée et le visage plus pâle que ce que le maquillage pouvait cacher. Les fleuristes ne sont pas venus. Le traiteur exigeait le paiement avant 10h, sinon il annulait tout. La mère d'Alexandre parlait fort, avec cet air passif-agressif de celle qui a toujours su que ça allait mal finir. Le décorateur a appelé pour dire qu'il ne bougerait pas le petit doigt sans le solde. L'entreprise de sonorisation ne répondait plus aux appels. L'organisateur du mariage, nerveux, a demandé « Mademoiselle, avez-vous un moyen de régler cela maintenant ?» Elle a secoué la tête, muette. Alexandre a tenté d'argumenter. Il a parlé de réputation, de poursuites judiciaires, de manque de respect pour les traditions familiales. Elle n'entendait plus rien. La seule chose qui résonnait dans l'esprit de Chloé était le silence de ma réponse, ou plutôt son absence. Le mariage était prévu pour midi. À 10h30, il n'y avait ni nourriture, ni fleurs, ni musique. Sa robe était là, mais la fête n'existait pas. Les demoiselles d'honneur chuchotaient. La belle-mère gesticulait. Les invités les plus proches ont commencé à se douter de quelque chose. C'est alors que Mathieu est arrivé, le visage tendu. « Elle ne viendra pas », dit-il sèchement. « Maman ne viendra pas, Chloé. » Elle n'a pas répondu. « Et tu sais quoi ?» a-t-il continué. « Je la comprends. Tu es de son côté maintenant. Il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit de voir. Elle en a juste eu marre. » Chloé a pleuré pour la première fois de la journée. Pas pour les fleurs, pas pour le traiteur, pas pour le fiasco. Mais parce que, finalement, elle réalisait ce qui avait toujours été là et qu'elle avait ignoré. Mon absence était le seul cadeau qu'elle n'aurait jamais attendu. Et elle était partout. Dans l'hôtel vide, dans la chaise qui aurait dû être la mienne, dans le manque d'une étreinte avant l'entrée, dans le manque d'un regard qui dise « tu as réussi », dans l'absence de cette voix qu'elle avait appris à ignorer, mais qui maintenant lui manquait. La voix qui disait « je suis là, ma fille », mais je n'y étais pas. Et, cette fois, c'était définitif. À 11h45, l'organisateur est entré dans la loge improvisée. Il était visiblement mal à l'aise. Nous devons prendre une décision. Soit nous reportons tout, soit nous faisons quelque chose de symbolique avec ce que nous avons. Chloé était assise, regardant le voile plié sur ses genoux. « Et si on faisait juste la cérémonie avec les personnes présentes ?» demanda Alexandre, essayant de sauver ce qui restait. « La cérémonie peut-être ? La réception ? C'est impossible. » Elle a acquiescé. Mais au fond de son cœur, elle le savait. Le mariage était déjà défait avant même de commencer.
parce qu'on ne commence pas une nouvelle vie en la construisant sur le mépris de celle qui vous a donné le jour. La cérémonie improvisée a duré 28 minutes. Il y a eu des photos, des sourires forcés, des vœux rapides. Mais sur chaque image, dans chaque geste, le vide parlait plus fort. La mère d'Alexandre est restée impassible. Les invités ont félicité par obligation. Et, à la fin, tandis que tout le monde se dispersait, Chloé a pris son téléphone et a ouvert l'email qu'elle m'avait envoyé quelques jours plus tôt. Elle l'a lu et a ressenti du dégoût, pour le ton sec, la froideur, l'arrogance. Elle en a écrit un nouveau, de plus de 1000 mots. Elle y racontait des souvenirs, demandait pardon, se justifiait, essayait d'expliquer. À la fin, elle a écrit « Je t'aime, maman, même s'il est trop tard maintenant ». Et elle a cliqué sur « Envoyer ». Pendant ce temps, j'observais les feuilles qui se balançaient doucement par la fenêtre. Il y avait quelque chose de doux dans l'air, une odeur de pain frais. La chambre d'hôte offrait le goûter. Je me suis assise sur la terrasse avec une part de brioche et une tasse de thé. J'ai pris mon téléphone pour photographier la vue. Elle était magnifique. C'est alors que j'ai vu la notification. Vous avez un nouveau message de Chloé Moreau. Je me suis arrêtée une seconde. L'ouvrir? Non. Je l'ai simplement archivé. J'ai rangé mon téléphone. J'ai bu une gorgée de thé. Le soleil réchauffait mon visage. J'ai souri. Pour la première fois, les excuses n'étaient pas nécessaires, parce que je ne voulais pas d'excuses. Je voulais une prise de conscience. Et ça, maintenant, elle l'avait. En retournant à ma chambre, j'ai vu 2 dames âgées assises sur un banc en train de discuter. L'une d'elles portait un foulard coloré dans les cheveux. Elle m'a souri. « C'est la première fois que vous venez ?»« La première d'une longue série, » ai-je répondu. Son sourire s'est élargi. Le soir, j'ai préparé un bain chaud. J'ai allumé une bougie que j'avais apportée de la maison, à l'odeur de lavande. Pendant que l'eau remplissait la baignoire, j'ai pensé à tout ce que j'avais laissé derrière moi. J'ai pensé à Alexandre, à son arrogance. J'ai pensé à sa mère, à cette femme qui ne m'avait jamais regardé dans les yeux. J'ai pensé à Mathieu et à la façon dont il avait réalisé avant sa sœur que quelque chose n'allait pas. Et j'ai pensé à moi, nue, fragile, ferme. Je suis entrée dans la baignoire. L'eau chaude a enveloppé mon corps comme une étreinte. J'ai fermé les yeux. Dans l'obscurité de mes paupières, j'ai vu l'autel vide, la chaise où j'aurais dû être, et je me suis vue absente. Non par vengeance, mais par respect. Pour la première fois, l'absence d'une mère a eu plus de force que toutes les présences. Pendant très longtemps, j'ai confondu amour et sacrifice. J'ai cru qu'être mère, c'était tout donner de soi, même si personne ne le demandait, même si personne ne remerciait. Je pensais qu'en me donnant suffisamment, je deviendrais indispensable, que la reconnaissance viendrait avec le temps. Mais le temps n'a fait que prendre. Il a pris mes jours, mes nuits, mes anniversaires. Il a pris mon corps, mes économies, mon silence. Et quand j'ai réalisé, je n'étais plus là. J'étais une présence utile, une ressource, un distributeur d'amour où les autres venaient se servir quand ils en avaient le besoin, et qu'ils oubliaient quand ils avaient ce qu'ils voulaient. Pendant très longtemps, je me suis sentie coupable de penser à moi. Je me sentais égoïste quand je disais non. Je me sentais ingrate quand je voulais me reposer. Mais cet email, cette demande de suivre la cérémonie en ligne, m'a réveillée d'un sommeil profond. Je n'étais pas une invitée. J'étais tolérée. Et ça, pour moi, c'était la fin. Dans l'absence, j'ai trouvé la présence. Dans le silence, j'ai trouvé ma voix. Et dans le rejet, j'ai trouvé mes limites. Aujourd'hui, je comprends qu'aimer, c'est aussi poser des frontières. C'est enseigner, même à ses propres enfants, que personne n'a le droit de nous effacer. Ni par honte, ni par habitude, ni par convenance. Être mère ne fait pas de moi moins une femme. Et une femme entière. N'accepte pas d'être la moitié de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas devenue cruelle. J'ai juste cessé d'être invisible. J'ai appris à me regarder dans le miroir sans m'excuser. J'ai appris que le pardon n'est pas un retour. C'est une libération. Et que toutes les réconciliations ne sont pas nécessaires. Certaines douleurs n'ont pas besoin d'être guéries, seulement reconnues. Aujourd'hui, je marche plus légèrement. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que j'ai changé ma place en son sein. J'ai quitté le fond de la salle. Je suis montée sur la scène de ma propre vie. Et pour la première fois, j'écris l'histoire avec mon nom sur la couverture. Je suis rentrée à la maison 3 jours après la cérémonie.
Le portail portait encore des traces de mains nerveuses, comme si quelqu'un avait frappé plus d'une fois. Dans la boîte aux lettres, une enveloppe blanche avec mon nom écrit à la main. C'était de Chloé. Je l'ai ouverte. Je me suis assise sur le canapé avec mes nouveaux rideaux qui flottaient derrière moi et j'ai commencé à lire. C'était une longue lettre, écrite avec de la colère, du ressentiment, du désespoir et peut-être, juste peut-être, un peu de regret aussi. Elle disait qu'elle s'était sentie abandonnée, que tout avait mal tourné, que le mariage avait été un désastre. Elle disait que j'avais exagéré, que je n'aurais pas dû faire ça. Puis, le ton de l'écriture a changé. Elle se souvenait de quand je lui préparais son café avant les examens, de quand je portais le t-shirt de son équipe à la remise des diplômes, de quand j'étais restée devant le théâtre, sous la pluie, parce qu'il n'y avait plus de billets. « Tu as toujours été là », a-t-elle écrit. À la fin, elle s'est excusée et a demandé « Est-il encore temps de réparer les choses ?» J'ai rangé la lettre dans une boîte en bois, la même où se trouvaient les reçus des paiements que j'avais faits pour elle. Je n'ai pas répondu, parce que certaines réponses, la vie les donne d'une autre manière. Mathieu m'a appelé quelques jours plus tard. Il a dit que Chloé était abattue, qu'Alexandre était devenu froid, que sa belle-mère avait disparu après le scandale. Ils ne sont pas revenus les mêmes de leur lune de miel. Ils sont revenus différents, plus distants. Et moi, j'étais en paix. La semaine suivante, j'ai commencé un cours de couture. Une chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps. J'ai rencontré des femmes comme moi, silencieuses, résistantes, pleines d'histoires et de raccommodage. J'ai acheté une machine à coudre d'occasion. Je l'ai installée dans le salon. Le même salon où je me sentais seule auparavant. Maintenant, il y avait de la couleur. Il y avait le bruit du fil qui se déroulait. Il y avait de la création. Et, par-dessus tout, il y avait moi. J'ai reçu des fleurs pour mon anniversaire. Sur la carte, il était écrit « Avec tout mon amour, Chloé ». Je l'ai gardé, mais je n'ai pas répondu. Nicole, la femme de Mathieu, m'a invitée à dîner. J'y suis allée. J'ai apporté des gougères que j'avais faites moi-même. Elle a pleuré en me serrant dans ses bras. « Tu ne méritais rien de tout ça ». J'ai souri. Pas parce que je voulais l'entendre, mais parce que cette fois, elle le pensait vraiment. Aujourd'hui, je me réveille sans réveil. Je lis sur le canapé de la véranda. Je me fais à manger. Et quand il reste des chutes de tissu, je les mets sur la table comme des fleurs, comme si j'étais ma propre invitée. Parce que maintenant, je m'accueille avec tendresse. Je ne sais pas si un jour je serai de nouveau proche de ma fille, mais je sais qu'elle, où qu'elle soit, me voit. Et voir, c'est le début de tout. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour, c'était tout donner. Donner son temps, son argent, son corps, sa santé, ses rêves. Et quand tout cela était épuisé, je trouvais encore le moyen de donner un peu plus. Je pensais qu'aimer signifiait s'annuler, que plus je me sacrifiais, plus je serais valorisée. Mais ce ne fut pas le cas, jusqu'au jour où l'on m'a demandé de regarder le mariage de ma fille sur l'écran d'un ordinateur. Et là, dans cet email sec, dans ce geste froid, j'ai compris. Si vous vous effacez tellement pour quelqu'un au point de ne plus être vu, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'oubli. Et si votre amour doit s'humilier pour être accepté, il ne guérit personne. Il vous rend malade. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je ne vois pas une femme aigrie. Je vois quelqu'un qui a appris que poser des limites, ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect. Que cesser de sauver les autres, c'est aussi une façon de se sauver soi-même, et que ceux qui vous aiment vraiment ne vous demanderaient jamais de vous éteindre. Si cette histoire a touché une partie de vous qui était silencieuse, je veux vous demander quelque chose. Commentez ci-dessous. Moi aussi, j'ai appris à dire ça suffit. Parce que votre « ça suffit » peut être le début des retrouvailles de quelqu'un d'autre avec soi-même. Et partagez cette histoire avec une femme que vous aimez, une mère, une grand-mère, une tante, ou vous-même. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous souvenir que nous ne sommes pas nés pour être une ombre, mais pour vivre pleinement, et ne plus jamais regarder la vie à travers l'écran de quelqu'un d'autre.